I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got your job, got a cross. I'm a girl, I'm a queen. I'm the sign to your lines, I'm dirty and I'm clean. I'm a girl, I'm a hero. Sors de ton enfance, ami, réveille-toi. Jean-Jacques Rousseau. Chapitre 1. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation, dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. S'il y a une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d'espace et de causalité qu'il implique. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n'est applicable qu'à un ordre déterminé de représentation. La distinction du sujet et de l'objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe existe pour la pensée. C'est-à-dire l'univers entier est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot il est pure représentation. Cette loi s'applique naturellement à tout le présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous, car elle est vraie du temps et de l'espace même, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation. Cette vérité est d'ailleurs loin d'être neuve. Elle fait déjà le fond des considérations sceptiques d'où procède la philosophie de Descartes. Mais ce fut Berkeley qui le premier la formula d'une manière catégorique. Par là, il a rendu à la philosophie un immortel service, encore que le reste de ses doctrines ne mérite guère de vivre. Le grand tort de Kant, comme je l'expose dans l'appendice qui lui est consacré, a été de méconnaître ce principe fondamental. En revanche, cette importante vérité a été de bonne heure admise par les sages de l'Inde, puisqu'elle apparaît comme la base même de la philosophie Vedanta, attribuée à Vaisa. Nous avons sur ce point le témoignage de W. Jones dans sa dernière dissertation, ayant pour objet la philosophie asiatique. Le dogme essentiel de l'église Vedanta consistait non à nier l'existence de la matière, c'est-à-dire de la solidité, de l'impénétrabilité, de l'étendue, négation qui, en effet, serait absurde, mais seulement à réformer sur ce point l'opinion vulgaire et à soutenir que cette matière n'a pas une réalité indépendante de la perception de l'esprit, existence et perceptibilité étant deux termes équivalents. Cette simple indication montre suffisamment dans le védantisme le réalisme empirique associé à l'idéalisme transcendantal. C'est à cet unique point de vue et comme pure représentation que le monde sera étudié dans ce premier livre. Une telle conception, absolument vraie d'ailleurs en elle-même, est cependant exclusive et résulte d'une abstraction volontairement opérée par l'esprit. La meilleure preuve en est dans la répugnance naturelle des hommes à admettre que le monde ne soit qu'une simple représentation, idée néanmoins incontestable. Mais cette vue qui ne porte que sur une face des choses sera complétée dans le livre suivant par une autre vérité, moins évidente, il faut l'avouer, que la première. La seconde demande en effet, pour être comprise, une recherche plus approfondie,
un plus grand effort d'abstraction. Enfin, une dissociation des éléments hétérogènes accompagnée d'une synthèse des principes semblables. Cette austère vérité, bien propre à faire réfléchir l'homme, sinon à le faire trembler, voici comment il peut et doit l'énoncer à côté de l'autre. Le monde est ma volonté. En attendant, il nous faut, dans ce premier livre, envisager le monde sous un seul de ses aspects, celui qui sert de point de départ à notre théorie, c'est-à-dire la propriété qu'il possède d'être pensé. Nous devons, dès lors, considérer tous les objets présents, y compris notre propre corps, ceci sera développé plus loin, comme autant de représentations, et ne jamais les appeler d'un autre nom. La seule chose dont il soit fait abstraction ici, chacun j'espère s'en pourra convaincre par la suite, c'est uniquement la volonté, qui constitue l'autre côté du monde. À un premier point de vue, en effet, ce monde n'existe absolument que comme représentation. À un autre point de vue, il n'existe que comme volonté. Une réalité qui ne peut se ramener ni au premier ni au second de ces éléments, qui serait un objet en soi, et c'est malheureusement la déplorable transformation qu'a subie entre les mains même de Kant sa chose en soi. Cette prétendue réalité, dis-je, est une pure chimère, un feu follet propre seulement à égarer la philosophie qui lui fait accueil. Chapitre 2. Ce qui connaît tout le reste sans être soi-même connu, c'est le sujet. Le sujet est, par suite, le substratum du monde, la condition invariable, toujours sous-entendu de tout phénomène, de tout objet. Car tout ce qui existe existe seulement pour le sujet. Ce sujet, chacun le trouve en soi, en tant du moins qu'il connaît, non en tant qu'il est objet de connaissance. Notre propre corps lui-même est déjà un objet, et par suite mérite le nom de représentation. Il n'est en effet qu'un objet parmi d'autres objets, soumis aux mêmes lois que ceux-ci. C'est seulement un objet immédiat. Comme tout objet d'intuition, il est soumis aux conditions formelles de la pensée, le temps et l'espace, d'où naît la pluralité. Mais le sujet lui-même, le principe qui connaît sans être connu, ne tombe pas sous ces conditions, car il est toujours supposé implicitement par elles. On ne peut lui appliquer ni la pluralité, ni la catégorie opposée, l'unité. Nous ne connaissons donc jamais le sujet. C'est lui qui connaît partout où il y a connaissance. Le monde, considéré comme représentation, seul point de vue qui nous occupe ici, comprend deux moitiés essentielles, nécessaires et inséparables. La première est l'objet, qui a pour forme l'espace, le temps, et par suite la pluralité. La seconde est le sujet, qui échappe à la double loi du temps et de l'espace, étant toujours tout entier et indivisible dans chaque être percevant. Il s'ensuit qu'un seul sujet, plus l'objet, suffirait à constituer le monde considéré comme représentation, aussi complètement que les millions de sujets qui existent. Mais que cet unique sujet percevant disparaisse, et du même coup le monde conçu comme représentation disparaît aussi. Ces deux moitiés sont donc inséparables, même dans la pensée. Chacune d'elles n'est réelle et intelligible que par l'autre et pour l'autre. Elles existent et cessent d'exister ensemble. Elles se limitent réciproquement. Où commence l'objet, le sujet finit. Cette mutuelle limitation apparaît dans le fait que les formes générales essentielles à tout objet, temps, espace et causalité, peuvent se tirer et se déduire entièrement du sujet lui-même, abstraction faite de l'objet. Ce qu'on peut traduire dans la langue de Kant en disant qu'elle se trouve a priori dans notre conscience. De tous les services rendus par Kant à la philosophie, le plus grand est peut-être dans cette découverte. À cette vue, j'ajoute, pour ma part, que le principe de raison est l'expression générale de toutes ces conditions formelles de l'objet, connues a priori, que toute connaissance purement a priori se ramène au contenu de ce principe, avec tout ce qu'il implique.
En un mot, qu'en lui est concentrée toute la certitude de notre science a priori. J'ai expliqué en détail dans ma dissertation sur le principe de raison comment il est la condition de tout objet possible, ce qui signifie qu'un objet quelconque est lié nécessairement à d'autres, étant déterminé par eux et les déterminant à son tour. Cette loi est si vraie que toute la réalité des objets en tant qu'objets ou simple représentation consiste uniquement dans ce rôle de détermination nécessaire et réciproque. Cette réalité est donc purement relative. Nous aurons bientôt l'occasion de développer cette idée. J'ai montré de plus que cette relation nécessaire, exprimée d'une manière générale par le principe de raison, revêt des formes diverses selon la différence des classes où viennent se ranger les objets au point de vue de leurs possibilités. Nouvelle preuve de la répartition exacte de ces classes. Je suppose toujours, implicitement, dans le présent ouvrage, que tout ce que j'ai écrit dans cette dissertation est connu et présent à l'esprit du lecteur. Si je n'avais pas exposé ailleurs ces idées, elles auraient ici leur place naturelle. Chapitre 3. La plus grande différence à signaler entre nos représentations est celle de l'état intuitif et de l'état abstrait. Les représentations de l'ordre abstrait ne forment qu'une seule classe, celle des concepts, apanage exclusif de l'homme en ce monde. Cette faculté qu'il possède de former des notions abstraites, et qui le distingue du reste des animaux, est ce qu'on a de tout temps appelé raison. Il sera traité spécialement de ces représentations abstraites dans la suite. Pour le moment, nous ne parlerons que de la représentation intuitive. Celle-ci comprend tout le monde visible, ou l'expérience en général, avec les conditions qui la rendent possible. Kant, comme nous l'avons dit, a montré, et c'est là une découverte considérable, que le temps et l'espace, ces conditions ou formes de l'expérience, éléments communs à toute perception, et qui appartiennent également à tous les phénomènes représentés, que ces formes, dis-je, peuvent non seulement être pensées in abstracto, mais encore saisies immédiatement en elles-mêmes et en l'absence de tout contenu. Il a établi que cette intuition n'est pas un simple fantôme résultant d'une expérience répétée, qu'elle en est indépendante et lui fournit ses conditions, plutôt qu'elle n'en reçoit d'elle. Ce sont en effet ces éléments du temps et de l'espace, tels que les révèle l'intuition a priori, qui représentent les lois de toute expérience possible. Tel est le motif qui, dans ma dissertation sur le principe de la raison, m'a fait considérer le temps et l'espace, aperçus dans leur forme pure et isolés de leur contenu, comme constituant une classe de représentation spéciale et distincte. Nous avons déjà signalé l'importance de la découverte de Kant, établissant la possibilité d'atteindre par une vue directe et indépendante de toute expérience ces formes générales de l'intuition sensible, sans qu'elles perdent pour cela rien de leur légitimité. Découverte qui assure à la fois le point de départ et la certitude des mathématiques. Mais il y a un autre point non moins important à noter, le principe de raison qui, comme loi de causalité et de motivation, détermine l'expérience qui, d'autre part, comme loi de justification des jugements, détermine la pensée. Ce principe peut revêtir une forme très spéciale, que j'ai désignée sous le nom de principe de l'être. Considéré par rapport au temps, il engendre la succession des moments de la durée. Par rapport à l'espace, la situation des parties de l'étendue qui se déterminent l'une l'autre à l'infini. Si après avoir lu la dissertation qui sert d'introduction au présent ouvrage, on a bien saisi l'unité primitive du principe de raison, sous la diversité possible de ses expressions, on comprendra combien il importe, pour pénétrer à fond l'essence de ce principe, de l'étudier tout d'abord dans la plus simple de ses formes pures, le temps. Chaque instant de la durée, par exemple, n'existe qu'à la condition de détruire le précédent qui l'a engendré, pour être aussi vite anéanti à son tour. Le passé et l'avenir, abstraction faite des suites possibles
de ce qu'ils contiennent, sont choses aussi vaines que le plus vain des songes, et il en est de même du présent, limite sans étendue et sans durée entre les deux. Or, nous retrouvons ce même néant dans toutes les autres formes du principe de raison. Nous reconnaîtrons que l'espace, aussi bien que le temps, et tout ce qui existe à la fois dans l'espace et dans le temps, bref, tout ce qui a une cause ou un motif, tout cela ne possède qu'une réalité purement relative. La chose, en effet, n'existe qu'en vertu ou en vue d'une autre de même nature qu'elle, et soumise ensuite à la même relativité. Cette pensée, dans ce qu'elle a d'essentiel, n'est pas neuve. C'est en ce sens qu'Héraclite considérait avec mélancolie le flux éternel des choses, que Platon en rabaissait la réalité au simple devenir, qui n'arrive jamais jusqu'à l'être, que Spinoza ne voyait en elle que les accidents de la substance unique, existant seule éternellement, que Kant opposait à la chose en soi nos objets de connaissance comme de purs phénomènes. Enfin, l'antique sagesse de l'Inde exprime la même idée sous cette forme. C'est la Maya, c'est le voile de l'illusion qui, recouvrant les yeux des mortels, leur fait voir un monde dont on ne peut dire s'il est ou s'il n'est pas, un monde qui ressemble au rêve, au rayonnement du soleil sur le sable, où de loin le voyageur croit apercevoir une nappe d'eau, ou bien encore à une corde jetée par terre qu'il prend pour un serpent. Ces comparaisons réitérées se trouvent dans nombre de passages des Védas et des Puranas. La conception exprimée en commun par tous ces philosophes n'est autre que celle qui nous occupe en ce moment, le monde comme représentation assujettie au principe de raison. Chapitre 4. Si l'on a une idée nette de la forme sous laquelle le principe de raison apparaît dans le temps considéré en lui-même, forme d'où dépend toute numération et tout calcul, on a par là même pénétré l'essence totale du temps. Celui-ci, en effet, se ramène tout entier à cette détermination spéciale du principe de raison et ne possède aucun autre attribut. La succession est la forme du principe de raison dans le temps. Elle est aussi l'essence même du temps. Si de plus on a bien entendu le principe de raison tel qu'il règne dans l'espace pur, on aura également épuisé toute l'idée de l'espace, car l'espace n'est rien de plus que la propriété dont jouissent les parties de l'étendue de se déterminer réciproquement. C'est ce qu'on appelle la situation. L'étude détaillée de ces diverses positions et l'expression des résultats acquis dans des formules abstraites qui en facilitent l'usage, c'est là tout l'objet de la géométrie. Enfin, si on a parfaitement compris ce mode spécial du principe de raison, qu'est la loi de causalité, et qui régit le contenu des formes précédentes, temps et espace, ainsi que leur perceptibilité, c'est-à-dire la matière, on aura du même coup pénétré l'essence même de la matière considérée comme telle, celle-ci se réduisant tout entière à la causalité. Cette vérité s'impose dès qu'on y réfléchit. Toute la réalité de la matière réside en effet dans son activité, et aucun autre ne saurait lui être attribué, même en pensée. C'est parce qu'elle est active qu'elle remplit et l'espace et le temps, et c'est son action sur l'objet immédiat, matériel lui-même, qui engendre la perception, sans laquelle il n'y a pas de matière. La connaissance de l'influence exercée par un objet matériel quelconque sur un autre n'est possible que si ce dernier agit à son tour sur l'objet immédiat, autrement qu'il ne le faisait tout d'abord, et cela se réduit tout ce que nous en pouvons savoir. Être cause et effet, voilà donc l'essence même de la matière. Son être consiste uniquement dans son activité. C'est donc avec une singulière précision
qu'on désigne en allemand l'ensemble des choses matérielles par le mot Wirklichkeit, de wirken, agir, terme beaucoup plus expressif que celui de Realitat, réalité. Ce sur quoi la matière agit, c'est toujours la matière. Sa réalité et son essence consistent donc uniquement dans la modification produite régulièrement par une de ses parties sur une autre. Mais c'est là une réalité toute relative. Les rapports qui la constituent ne sont d'ailleurs valables que dans les limites mêmes du monde matériel, absolument comme le temps. Si le temps et l'espace peuvent être connus par intuition, chacun en soi et indépendamment de la matière, celle-ci ne saurait en revanche être aperçue sans eux. D'une part, la forme même de la matière, qu'on en saurait séparer, suppose déjà l'espace, et d'autre part, son activité, qui est tout son être, implique toujours quelque changement, c'est-à-dire une détermination du temps. Mais la matière n'a pas pour condition le temps et l'espace pris séparément. C'est leur combinaison qui constitue son essence, celle-ci résidant tout entière, comme nous l'avons démontré, dans l'activité et la causalité. En effet, tous les phénomènes et tous les états possibles, qui sont innombrables, pourraient, sans se gêner mutuellement, coexister dans l'espace infini, et d'autre part se succéder, sans plus de difficulté dans l'infinité du temps. Dès lors, un rapport de dépendance réciproque et une loi qui déterminerait les phénomènes conformément à ce rapport nécessaire deviendraient inutiles et même inapplicables. Ainsi, ni cette juxtaposition dans l'espace, ni cette succession dans le temps ne suffisent à engendrer la causalité, tant que chacune des deux formes reste isolée et se déploie indépendamment de l'autre. Or la causalité constituant l'essence propre de la matière, si la première n'existait pas, la seconde aussi disparaîtrait. Pour que la loi de causalité conserve toute sa signification et sa nécessité, le changement effectué ne doit pas se borner à une simple transformation des divers états pris en eux-mêmes. Il faut d'abord qu'en un point donné de l'espace, tel état existe maintenant, et tel autre état ensuite. Il faut de plus qu'à un moment déterminé, tel phénomène se produise ici, et tel autre là. C'est seulement grâce à cette limitation réciproque du temps et de l'espace, l'un par l'autre, que devient intelligible et nécessaire la loi qui règle le changement. Ce que la loi de causalité détermine, ce n'est donc pas la simple succession des états dans le temps lui-même, mais dans le temps considéré par rapport à un espace donné. Ce n'est pas d'autre part la présence des phénomènes à tel endroit, mais leur présence en ce point à cet instant marqué. Le changement, c'est-à-dire la transformation d'état, réglée par la loi de causalité, se rapporte donc dans chaque cas à une partie de l'espace et à une partie correspondante du temps, donnée simultanément. C'est donc la causalité qui forme le lien entre le temps et l'espace. Or nous avons vu que toute l'essence de la matière consiste dans l'activité, autrement dit dans la causalité. Il en résulte que l'espace et le temps se trouvent ainsi coexister dans la matière. Celle-ci doit donc réunir dans leur opposition les propriétés du temps et celles de l'espace, et concilier, chose impossible dans chacune des deux formes isolées de l'autre, la fuite inconstante du temps avec l'invariable et rigide fixité de l'espace. Quant à la divisibilité infinie, la matière la tient de tous deux. C'est grâce à cette combinaison que devient possible tout d'abord la simultanéité. Celle-ci ne saurait exister ni dans le temps seul, qui n'admet pas de juxtaposition, ni dans l'espace pur, à l'égard duquel il n'y a pas plus d'avant que d'après ou de maintenant. Mais l'essence vraie de la réalité, c'est précisément la simultanéité de plusieurs états, simultanéité qui produit tout d'abord la durée. Celle-ci, en effet, n'est intelligible
que par le contraste de ce qui passe avec ce qui reste. De même, c'est l'antithèse du permanent et du variable qui caractérise le changement ou modification dans la qualité et la forme, en même temps que la fixité dans la substance qui est la matière. Si le monde existait seulement dans l'espace, il serait rigide et immobile. Plus de succession, de changement, ni d'action. L'action supprimée, la matière l'est du même coup. Si le monde existait seulement dans le temps, tout deviendrait fugitif. Alors, plus de permanence, plus de juxtaposition, plus de simultanéité, et partant plus de durée. Plus de matière non plus, comme tout à l'heure. C'est de la combinaison du temps et de l'espace que résulte la matière, qui est la possibilité de l'existence simultanée. La durée en dérive aussi, et rend possible à son tour la permanence de la substance sous le changement des états. La matière, tenant son être de la combinaison du temps et de l'espace, en conserve toujours la double empreinte. La réalité qu'elle tire de l'espace est attestée d'abord par la forme, qui lui est inhérente. Ensuite et surtout, par sa permanence ou substantialité. Le changement, en effet, n'appartient qu'au temps, qui, considéré en lui-même et dans sa pureté, n'a rien de stable. La permanence de la matière n'est donc certaine a priori que parce qu'elle repose sur celle de l'espace. La matière, d'autre part, tient du temps par la qualité ou accident, sans laquelle elle ne saurait apparaître. Et cette qualité consiste toujours dans la causalité, dans l'action exercée sur une autre matière, par suite dans le changement, qui fait partie de la notion du temps. Cette action néanmoins n'est possible en droit qu'à condition de se rapporter à la fois à l'espace et au temps, et tire de là toute son intelligibilité. La détermination de l'état qui doit nécessairement exister dans tel lieu, à tel moment donné, voilà à quoi se borne la juridiction de la loi de causalité. C'est parce que les qualités essentielles de la matière dérivent des formes de la pensée connues a priori, que nous lui assignons aussi a priori certaines propriétés, par exemple de remplir l'espace. C'est l'impénétrabilité qui équivaut à l'activité. De plus, l'étendue, la divisibilité infinie, la permanence, qui n'est que l'indestructibilité, enfin la mobilité. Quant à la pesanteur, peut-être convient-il, ce qui d'ailleurs ne constitue pas une exception à la doctrine, de lui rapporter à la connaissance a posteriori, et cela en dépit de l'opinion de Kant, qui, dans ses principes métaphysiques de la science de la nature, la range parmi les propriétés connaissables a priori. De même qu'il n'y a d'objet en général que pour un sujet, et sous la forme d'une représentation, de même chaque classe déterminée de représentation dans le sujet se rapporte à une fonction déterminée que l'on nomme faculté intellectuelle. La faculté de l'esprit correspond au temps, et à l'espace considéré en soi a été appelée par Kant la sensibilité pure, reine Sinnlichkeit. Cette dénomination peut être conservée en souvenir de celui qui a ouvert une voie nouvelle à la philosophie. Elle n'est cependant pas absolument exacte, car sensibilité suppose déjà matière. La faculté correspondant à la matière ou à la causalité, car ces deux termes sont équivalents, c'est l'entendement, qui n'a pas d'autre objet. Connaître par les causes, voilà en effet son unique fonction et toute sa puissance. Mais cette puissance est grande. Elle s'étend à un vaste domaine et comporte une merveilleuse diversité d'applications, reliées cependant par une unité évidente. Réciproquement, toute causalité, et par suite toute matière, toute réalité, n'existe que pour l'entendement par l'entendement. La première manifestation de l'entendement,
celle qui s'exerce toujours, c'est l'intuition du monde réel. Or, cet acte de la pensée consiste uniquement à connaître les faits par la cause. Aussi, toute intuition est-elle intellectuelle. Mais elle n'arriverait jamais à se réaliser sans la connaissance immédiate de quelque effet propre à servir de point de départ. Cet effet est une action éprouvée par les corps organisés. Ceux-ci, objets immédiats des sujets auxquels ils sont unis, rendent possible l'intuition de tous les autres objets. Les modifications que subit tout organisme animal sont connues immédiatement ou senties. Et cet effet étant aussitôt reporté à sa cause, on a sur le champ l'intuition de cette dernière comme objet. Cette opération n'est nullement une conclusion tirée de données abstraites, non plus qu'un produit de la réflexion ou de la volonté. Elle est une connaissance directe, nécessaire, absolument certaine. Elle est l'acte de l'entendement pur, véritable acte sans lequel il n'y aurait jamais une intuition véritable de l'objet, mais tout au plus une conscience sourde, végétative, en quelque sorte des modifications de l'objet immédiat. Ces modifications se succéderaient sans présenter aucun sens appréciable, si ce n'est peut-être pour la volonté, à titre de plaisir ou de douleur. Mais de même que l'apparition du soleil découvre le monde visible, ainsi l'entendement, par son action soudaine et unique, transforme en intuition ce qui n'était que sensation vague et confuse. Cette intuition n'est nullement constituée par les impressions qu'éprouve l'œil, l'oreille, la main. Ce sont là de simples données. Après seulement que l'entendement a arraché l'effet à la cause, le monde apparaît, étendu comme intuition dans l'espace, changeant dans la forme, permanent et éternel en tant que matière. Car l'entendement réunit le temps à l'espace dans la représentation de matière, synonyme d'activité. Si, comme représentation, le monde n'existe que par l'entendement, il n'existe aussi que pour l'entendement. Dans le premier chapitre de ma dissertation sur la vue et les couleurs, j'ai déjà expliqué comment, avec les données fournies par les sens, l'entendement crée l'intuition. Comment, par la comparaison des impressions que les différents sens reçoivent d'un même sujet, l'enfant s'élève à l'intuition. J'ai montré que là, seulement, se trouvait l'explication d'un grand nombre de phénomènes relatifs aux sens. Par exemple, la vision simple avec 2 yeux, la vision double dans le strabisme, ou dans le cas où l'œil voit simultanément plusieurs objets placés à des distances inégales l'un derrière l'autre. Enfin, les diverses illusions qu'amène toujours un changement subit dans l'exercice des organes des sens. Mais j'ai étudié plus longuement et plus à fond cet important sujet dans la seconde édition de ma dissertation sur le principe de raison. Paragraphe 21. Tous les développements qui s'y trouvent auraient ici leur place naturelle et pourraient être reproduits maintenant. Mais je n'ai guère moins de répugnance à me copier moi-même qu'à copier les autres, et je ne saurais d'ailleurs donner de mes idées une nouvelle exposition plus claire que la première. Au lieu donc de me répéter, je renvoie le lecteur à ma dissertation, le supposant au courant de la question que j'y ai traitée. L'apprentissage de la vision chez les enfants et les aveugles nés qui ont été opérés, la perception visuelle simple, malgré les 2 impressions que reçoivent les yeux, la vision double, ou la sensation tactile également double quand l'organe du sens est plus ou moins dérangé de sa position naturelle, le redressement des objets par la vue, lorsque leur image vient se peindre renversée au fond de l'œil, l'application de la couleur, phénomène tout subjectif aux objets, le dédoublement de l'activité de l'œil par la polarisation de la lumière, enfin les effets du stéréoscope. Toutes ces observations constituent autant d'arguments solides et irréfutables pour établir que l'intuition n'est pas d'ordre purement sensible, mais intellectuel.
On peut dire en d'autres termes qu'elle consiste dans la connaissance de la cause par les faits, au moyen de l'entendement. Elle suppose donc la loi de causalité. Cette loi qui, d'une manière primitive et absolue, rend possible toute intuition, par suite toute expérience, on ne saurait donc la tirer de l'expérience, comme le veut le scepticisme de Hume, qui se trouve ruiné définitivement et pour la première fois par cette considération. Il n'existe en effet qu'un moyen d'établir que la notion de causalité est indépendante de l'expérience et qu'elle est absolument a priori. C'est de montrer que l'expérience est au contraire sous sa dépendance. Or, cette démonstration n'est possible qu'en procédant comme nous venons de le faire, et comme nous l'avons exposé tout au long dans les passages cités plus haut. Il faut prouver que la loi de causalité est déjà impliquée d'une manière générale dans l'intuition, dont le domaine est égal en extension à celui de l'expérience. Il s'ensuit qu'une telle loi est absolument a priori par rapport à l'expérience, qui la suppose comme condition première, loin d'être supposée par elle. Or les arguments de Kant, dont j'ai fait la critique dans ma dissertation sur le principe de raison, paragraphe 23, ne suffisent pas à établir cette vérité. I'm a girl, I'm a boss. I'm a pattern, I'm a saint. Got your job, got a cross. I'm a girl, I'm a queen. I'm the science, you're a lion. I'm dirty and I'm clean. I'm a girl, I'm a hero.